Bonjour, voilà, bienvenue. C'est la première conférence de ce week-end à Almora, consacrée au yoga et à la méditation. Et on a le plaisir de recevoir Mathieu, que voici, voilà, qui est professeur de yoga, qui a cofondé la maison du yoga à Paris en 1983, une maison de yoga qui se trouve maintenant près de République. Mathieu est l'auteur de différents livres, dont le dernier « Dormir pour s'éveiller, le yoga nidra traditionnel » qu'il a publié aux éditions Almora. Et d'ailleurs, ça va être, je crois, le sujet de sa conférence. Il est aussi directeur de publication de la revue Info Yoga. Voilà, une magnifique revue sur le yoga. Et donc là, Mathieu, tu vas nous parler de... Le thème de ta conférence, c'est « Dormir pour s'éveiller, la pratique du yoga nidra ». Voilà. Alors, la conférence va durer 45 minutes jusqu'à 2h moins quart. Il n'y aura pas de place pour les questions, malheureusement. Mais par contre, vous pourrez, avec Mathieu, dans la salle à côté, lui poser toutes les questions que vous voulez, si vous en avez envie. Donc, je remercie beaucoup Mathieu d'être venu ici. Je vous remercie aussi de votre écoute. Et puis à tout à l'heure. Merci José. Donc je vais essayer d'attaquer le yoga nidra, si l'on peut dire, un petit peu différemment, et vous raconter cette histoire qui est la vôtre, en fait, qu'on raconte souvent en Inde. C'est un maître yogi, un maître de yoga nidra, qui, comme tous les maîtres, vit dans un ermitage dans l'Himalaya, au perché, et qui, vu son grand âge, sentant sa fin arriver, convoque les 2 disciples qu'il a eus au cours de son existence en leur disant « Écoutez, avant de mourir, je voudrais encore vous divulguer un enseignement très important. » Alors il se trouve que ces 2 disciples, qui sont vieux, eux aussi, un peu moins, mais il y en a un qui habite à Calcutta. Calcutta, c'est très très loin de l'Himalaya. Et l'autre à Delhi. Donc tous les 2, indépendamment, prennent la route, c'est une longue route. Nous allons suivre celui de Calcutta, c'est celui qui fait le plus de route, donc il va faire un long cheminement, d'abord en train, un train indien, et puis il arrive au pied de l'Himalaya, et il commence à gravir l'Himalaya, à la fois un peu épuisé à cause de l'Himalaya et de son âge, mais aussi avec le cœur joyeux, parce qu'il va revoir son maître qu'il adore, et puis l'autre disciple, qui est son meilleur ami. Donc il monte, c'est très très fatigant, très difficile, et à la nuit, il arrive à l'ermitage, débordant de joie. Il ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son maître et l'autre disciple qui dorment. Alors, le maître est sur un lit, sur son lit, est en train de dormir, et le disciple est assis à côté du maître, et à première vue, il vient de s'assoupir. Donc, il se met de l'autre côté, il se glisse de l'autre côté du lit, sans faire trop de bruit. Ils se disent, les pauvres, ils doivent être très fatigués, le maître parce qu'il est très très vieux, l'autre disciple, il vient de faire un chemin un peu comme le mien. Et il les regarde en se disant, dès que l'un ou l'autre va s'éveiller, ça va être merveilleux. Moi, j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à apprendre. Et au moment, regardant 2 personnes qui dorment, le disciple qui vient d'arriver s'endort, le maître se réveille. Et le maître, il voit ces 2 disciples de chaque côté en train de dormir, son cœur déborde d'allégresse, mais il dit, je ne peux pas les réveiller, ils ont dormi, ils peuvent dormir, ils ont grimpé l'Himalaya, et j'attends qu'un des 2 se réveille et je vais pouvoir enfin leur dire tout ce que j'ai à leur dire. Alors, je pourrais vous faire toute l'après-midi comme ça, vous avez compris, jamais ces 3 disciples ne se rencontreront. Dès qu'il y en a un qui se réveille, l'autre s'endort. Et cette histoire sans fin est vraiment à l'image de votre vie. Donc pour le yoga nidra, vous vivez 3 états de conscience qui se succèdent, qui se frôlent même, mais qui ne se rencontrent plus, qui ne se sont jamais rencontrés. Et ces 3 états de conscience, ils sont tout simples.
c'est l'état de veille dans lequel vous êtes tous, toutes en ce moment, l'état de sommeil profond et l'état de sommeil avec rêve. Et ces trois états, pour le Yoga Nidra, vont parvenir à n'en former qu'un. Alors, selon le yoga et selon le Yoga Nidra, l'un de nos drames, l'une de nos afflictions, c'est comme ça que c'est dit, c'est qu'en fait, nous coupons en trois et nous ne nous identifions qu'à un tiers de nous-mêmes. Le tiers de nous-mêmes, c'est bien sûr l'état de veille. Hein. Pour nous, c'est le seul qui compte. Si vous regardez n'importe quelle biographie ou autobiographie, on ne vous parle que de l'état de veille. Alors qu'il y a deux autres états qui sont passionnants. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré des fous d'OVNI. Des gens qui, et je comprends très très bien leur souhait, leur espoir. Hein. C'est des gens qui sont tellement désespérés. Il suffit d'ouvrir les yeux pour être désespéré aujourd'hui, qu'ils rêvent moi j'appelle ça des martiens, d'extraterrestres qui arriveraient et qui changeraient tout. Et pour eux, c'est aussi une recherche d'un merveilleux dans une vie où finalement il faut le chercher très très loin, alors que le merveilleux, il est là, il est devant nous, il est en nous, et vous allez vivre, et vous venez de vivre la nuit dernière, un truc absolument hallucinant, pour lequel le yoga a énormément réfléchi, travaillé, expérimenté, qui est l'état de sommeil profond. Tout à l'heure, enfin cette nuit, vous allez dormir, j'espère, et c'est sans doute l'un des plus grands mystères qui soit. Et c'est un mystère qu'on vit tout le temps. Nous avons même tendance à dire que c'est plutôt agréable. Il y a des gens qui ont tellement peur de lâcher l'état de veille qui vont devenir insomniaques. La peur de passer dans ce monde où on ne sait plus où on est, on ne sait même pas si on est, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Il y a juste une sensation de bien-être une fois qu'on est réveillé. Et puis, il y a un troisième état qui est aussi malheureusement un peu négligé, surtout en Occident, mis à part peut-être ceux qui font des analyses de rêves freudiennes ou jungiennes, c'est l'état de sommeil avec rêve. Alors, effectivement, des fois, on se réveille sur un rêve. Donc, l'idée du Yoga Nidra, c'est de relier, unir, et c'est le sens étymologique du mot yoga, unir, ces trois parties de vie essentielles qui nous appartiennent. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que lorsqu'on les a réunies, on atteint un quatrième état de conscience que les Indiens, que les yogis indiens appellent Turiya. Il faut bien mettre un mot dessus, hein, c'est plus pratique. On va dire souvent, mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu lourd comme formulation, notre véritable nature, ou le soi avec un S apostrophe, mais ça me paraît un peu lourd toujours. Selon moi, un des yogis les plus fabuleux qu'il y ait eu, je ne l'ai pas connu, il est mort en 1950, et c'est Ramana Maharshi. Lisez Ramana Maharshi, qui n'a jamais rien écrit, il enseignait par le silence, mais le peu qu'il a dit, généralement les questions qu'on lui posait, ont été retransmises et mises sur noir sur blanc. Et Ramana Maharshi raconte, il le raconte lui-même, qu'à 17 ans, il était ado, il ne s'intéressait nullement à la spiritualité, ni aux religions, ni au yoga. Ce qui le passionnait, c'était le cricket. Et un soir, il est seul chez son oncle, dans le sud de l'Inde, à Madurai, et il a une angoisse de mort.
ce qui est d'une banalité totale pour un adolescent, hein, et ce qui est souvent d'ailleurs très problématique, parce que nous avons tous été adolescents, et souvent l'angoisse de mort, pour y échapper, il y a des tas de possibilités, alors les moindres c'est des écrans, mais ça peut être très vite les drogues, etc. Et Ramin Maharshi a réagi à son angoisse de mort d'une façon tout à fait incroyable pour un adolescent. Il a fait face. Et quand vous avez une angoisse, le conseil que donne le yoga, c'est de faire face. Vous allez voir, ce n'est qu'une angoisse. C'est jamais agréable une angoisse, mais ce n'est pas aussi terrible que ce que vous allez en penser si vous tentez de la fuir. La pire des choses, le pire des mots MAUX, c'est de fuir. Si vous faites face, vous allez voir qu'elle n'est pas si terrible que ça. Et c'est ce qu'a fait Ramana Maharshi. Alors, il s'est allongé. Il semblerait que ça a duré 48 minutes. C'est lui qui le dit, hein, ce qui est le temps d'un yoga nidra traditionnel. Et il a essayé de vivre son angoisse à fond. Alors, il a vécu très culturellement. Comme c'était un hindou, il a senti à un moment que son corps était sous crémation. On brûle les corps en Inde. Il a vécu toute une mort symbolique allongée sur le dos, et il dit lui-même qu'au bout de 48 minutes, quand il s'est relevé, il n'avait plus peur de la mort, qu'il n'a plus jamais eu peur de la mort, et donc de la vie. Alors, il faut quand même noter qu'il a, pour étayer tout cela, médité au fond d'une grotte, à Tiruvannamalai, sur la colline de l'Aurore, qui est considérée par les hindous comme le centre du monde, une grotte que certains connaissent peut-être, on peut la visiter aujourd'hui. Et voilà, alors l'idée du Yoga Nidra, pour nous, hein, qui ne sommes malheureusement pas des Ramana Maharshi, donc il va falloir un travail plus long. Un Yoga Nidra, malheureusement, ne suffira pas. C'est en fait de se délivrer, non pas intellectuellement, hein, mais profondément, avec toutes les fibres de soi-même, de cette angoisse qui mine tous les vivants, tous les humains vivants, la mort. Alors c'est rarement dit comme cela, tellement on tente d'échapper à la mort, comme on tente toujours d'échapper à l'idée de la mort. Et le yoga, et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que le yoga commence à avoir un succès planétaire, nous délivre de cette angoisse. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis pas que, mais c'est une croyance au départ. Et ce qui est extraordinaire dans les croyances, la croyance que l'on ne va pas mourir, c'est qu'elle est vraie si vous y croyez, elle est vraie pour vous. Alors, tout ce travail qu'on va faire en Yoga Nidra, c'est en fait de savoir où l'on est. Et il se trouve que moi je suis de formation scientifique humaine, ce qu'on appelle les sciences molles, mais scientifique tout de même. J'ai beaucoup d'amis parce que j'ai la chance de vivre au sud de Rennes, en pleine campagne, et autour de chez moi, il se trouve qu'il y a plein de gens de la fac de Rennes, sciences dures, des physiciens, des gens qui font du travail sur l'ADN, entre autres. Toutes les prochaines découvertes, je les ai en premier lieu. Et tout scientifique vous dira que, en fait, la science, son but, c'est de formuler la bonne question. Une fois que vous avez formulé la bonne question, vous avez automatiquement la réponse. Mais tant que vous n'avez pas formulé la bonne question, vous n'aurez aucune réponse. Ce qui est très net dans la philosophie occidentale, la nôtre, de même d'ailleurs que dans la psychologie, où il y a eu quand même pas mal d'avancées, je pense à Freud, à Jung, que je citais tout à l'heure. Et selon moi, le problème, c'est que la question a mal été posée dès le départ. C'était mal posé par les présocratiques. Descartes l'a reprise telle que, vous la connaissez bien, cette question, qui suis-je? Et vous avouerez que vous êtes autant de mystères assis les uns à côté des autres dans cette salle. Nous n'avons absolument pas la réponse depuis le temps que nous posons la question. Donc,
le génie, selon moi, de l'Inde, c'est qu'ils ont su formuler, depuis le début, depuis la nuit des temps, la bonne question qui n'est pas du tout « qui suis-je ?», mais qui serait plutôt « où suis-je » ? Qui est moi ? Est-ce que je suis mon corps ? Est-ce que je suis mon mental? Est-ce que je suis mon ego? Est-ce que je suis ma personnalité? Et ce n'est pas du tout une réflexion intellectuelle. En yoga, l'intellect, vous la laissez au vestiaire. C'est une réflexion très très profonde et passionnante. On en aurait pour le week-end. Par exemple, le simple fait, pour le moment, c'est une croyance. C'est exactement un théorème. Et les théorèmes en mathématiques demandent à être prouvés. Mais au début, c'est un théorème, c'est une croyance, et puis vous allez petit à petit le démontrer, comme on dit. Et donc, en yoga, la première fois que je suis allé en Inde, ça fait très très longtemps, dans les années 70, j'étais encore mineur quand je suis allé en Inde, mais à l'époque, on était mineur jusqu'à 21 ans. Je suis allé voir un maître de yoga, parce que j'avais des tas de questions à poser. Et ce maître m'a dit très rapidement, vous n'êtes pas votre corps. Moi, j'étais assez rebelle à l'époque, j'avais 20 ans. Je lui ai dit, prouvez-le-moi. Je suis venu grâce à mon corps, moi j'étais persuadé d'être mon corps. Et je me souviens qu'il m'a dit, mais regardez votre corps. Je commençais à regarder sans trop comprendre pourquoi il voulait que je regarde mon corps. Il m'a même dit, si vous voulez, il y a un miroir là-bas. Puis j'ai dit, oui, bon, j'ai vu mon corps, mais je n'ai toujours pas ma réponse. Il m'a dit, si. Il m'a dit, si vous pouvez voir votre corps, et c'est la même chose avec le mental, avec l'ego, avec tous les instruments qui nous ont été confiés à la naissance, c'est que vous n'êtes pas votre corps, c'est qu'il y a une dualité, il y a un voyeur ou un voyant, je ne sais pas comment dire, et un corps. Et vous n'êtes pas le corps, vous êtes celui qui voit le corps. On ne peut pas être les deux en même temps. Et si on veut être les deux en même temps, ça ne va pas aller. Et donc, je vous prends juste cet exemple du corps, hein, mais ça se réitérerait. Et alors, ce qui est fabuleux dans l'enseignement du yoga indien, c'est ce qu'on appelle, et ce n'est pas trop passé en Occident, les moyens habiles. Alors, les moyens habiles, c'est des schémas réducteurs, un peu infantiles parfois, qui vont vous permettre, une fois que vous les avez, qu'on vous les a donnés, de comprendre ce que vous êtes vous, de comprendre ce qu'est le réel. Mais le réel, ne serait-ce que mon réel, ce que j'appelle je, est tellement complexe, nous on n'y comprend rien. Alors on va simplifier les choses. Et en Yoga Nidra, on vous dit, à votre conception et à votre naissance, on vous a confié 6 instruments. Alors les 6 instruments traditionnels, c'est le corps, le sol, la gravité, on est sur Terre, hein, la respiration, Chitta. Chitta, c'est l'ensemble mental, ego, intellect, buddhi, manas, ahamkara, et la détermination. Détermination, c'est samkalpa. En yoga, on prétend qu'on a en nous, mais c'est une énergie incroyable, le désir, l'énergie du désir qui nous a conçus. Nous sommes tous nés d'un désir, et c'est un désir torrentiel, qui est même, selon le yoga, un peu dangereux, cette énergie du désir, qu'on appelle samkalpa, parce qu'elle risque à tout moment de se retourner contre vous. Et donc, par le yoga, vous allez apprendre à gérer, à utiliser cette énergie. On est dans des mondes, le monde indien, qui sont à 1000 lieues des nôtres. Rien ne fonctionne de la même manière. Pour ceux qui sont allés en Inde, regardez par exemple la circulation automobile, ça marche aussi mal que chez nous. Il y a le même nombre d'embouteillages en Inde, c'est un petit peu plus, parce qu'ils sont 3 milliards et quelques, c'est proportionnellement. Ils marchent au son, nous on marche à la vue. On ne peut pas conduire en Inde, c'est impossible, une voiture. Il y a même des villes où on ne peut même plus, en tant que piéton, traverser la rue.
parce que c'est un autre système, et nous, on ne rentre pas dans ce système, on ne comprend pas. Et pour rentrer dans le yoga, et c'est peut-être le drame un peu de ce yoga qui arrive en Occident, mais on en est à la préhistoire, hein. Le yoga arrive en Occident avec un message fabuleux, vous n'êtes pas votre corps. Et nous, regardez en Amérique, où c'est toujours un peu plus caricatural que chez nous, quand même, nous on a un côté plus fin en yoga, le yoga devient un culte du corps, donc incompréhension totale, mais je pense qu'il faut passer par là, c'est pas trop grave. Donc, je reviens à ces moyens habiles, voilà, ces instruments, ces 6 instruments dont le corps, le mental, en yoga nidra, je vais les endormir. Nidra, ça veut dire sommeil. Donc au début d'un yoga nidra, vous endormez le corps, vous dites à votre corps, il faut dialoguer avec son corps, qu'il va pouvoir s'endormir. Et ensuite, il y a tout un jeu avec la conscience, avec ce qui prend conscience, chitta, qui va s'endormir aussi, et Turiya. Turiya, c'est ce que vous êtes vraiment. Pour revenir à Ramana Maharshi, la plus belle définition du yoga a été donnée par Ramana Maharshi. Malheureusement, elle est très très peu utilisée. Et Ramana Maharshi disait le yoga, c'est tout simplement de devenir ce que l'on est déjà. Et il n'y a pas une plus belle définition. Vous êtes déjà tout cela. Et alors, il se trouve que ce que vous êtes profondément ne dort jamais. Étant en conscience constante. C'est quelque chose qu'on pourrait vaguement assimiler à l'inconscient freudien, mais c'est très différent, dans la mesure où l'inconscient freudien n'est pas un inconscient très sympathique, il vous divulgue rien, alors que Turiya c'est là, hein. Ça se passe ici, et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les humains, à travers la planète, et j'ai la chance de beaucoup me balader, et quand on leur demande de se désigner, faire attention au micro, ils mettent tous leurs mains là. Dans le Maghreb, c'est même une très belle salutation, hein. Voilà. L'autre jour, je regarde rarement la télé, mais il y avait une émission de variété à la télé, mes filles étaient en train de regarder ça, et les pauvres invités sont obligés de faire 300 mètres sur un espèce de parcours pour arriver avec des gens qui applaudissent de chaque côté, et ils ont tous fait ça. Alors que nous, on devrait faire ça normalement. Enfin, je veux dire, là c'est le siège de Chitta, hein. Mais personne ne fait ça. Personne ne met la main sur son sexe ou sur son dos, sur ses genoux. Voilà. Comme si on avait une intuition. Et Chitta, c'est réellement... Chitta est là, Turiya est là, et là, il y a la détermination. C'est les lieux du corps, hein. C'est quelque chose qui est indépendant du corps. Alors, tout le yoga, ça consiste à, finalement, comprendre qu'on a la chance d'avoir un corps, d'avoir 6 instruments, mais je vous dis encore, c'est un système réducteur. En fait, on a beaucoup plus d'instruments que ça, mais par cette histoire de 6 instruments, on va petit à petit comprendre le réel. Une fois qu'on va comprendre le réel, on va revenir dans le réel, qui est d'une complexité incroyable. C'est pour ça que les histoires des chakras et tout ça, on n'a rien compris en Occident. Les chakras, c'est simplement comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon tronc, au niveau énergétique, au niveau respiration, au niveau... Alors pour ça, je découpe le tronc en tranches, comment ? En tranches de saucisson, et je vais étudier ce qui se passe dans chaque tranche. Mais les tranches n'existent pas. Il y a un tronc qui va du périnée jusqu'aux épaules, mais si je veux le comprendre, moyen habile, mais les chakras, ça n'existe pas. En plus, les chakras, c'est un mot sanskrit qu'on peut traduire, c'est des cercles ou des disques, donc ne disons pas de chakras, c'est rare les mots sanskrits qu'on puisse traduire, donc voilà, le mot yoga, je vous ferai remarquer, personne ne s'est jamais aventuré à le traduire. Dans tous les dictionnaires, on garde le mot yoga parce qu'il est pratiquement intraduisible vu sa très longue histoire. Donc, par le travail de Yoga Nidra, qui est un travail assez sympathique, hein, le corps est allongé, et vous allez endormir tout ce qui n'est pas vous. Donc c'est plutôt agréable.
Alors il y a un truc extraordinaire, c'est que j'ai eu la chance dans ma vie de pratiquer 2 professions. Prof de yoga, parce que j'ai eu la grande chance aussi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, d'avoir un père qui était non seulement prof de yoga déjà, mais qui était prof de yoga nidra, et qui avait appris déjà un yoga nidra traditionnel par un Indien qui était venu avant-guerre en France. Et mon père avait fait du yoga, c'est le cas d'Eva Rushpol, dont un livre vient de sortir, magnifique, puis j'ai vu regarder la vidéo d'Eva Rushpol, 90 ans je crois, une jeune fille, elle était poliomyélite à 80%, mon père aussi, il y a plein de gens comme ça, Maurice Daubard qui vit toujours. À l'époque, je parle d'avant la guerre, la dernière guerre, pour faire du yoga, il fallait avoir des raisons incroyables. Et mon père, polio à 80%, un bras en moins, etc., on lui a dit faites du yoga. Des médecins, hein, parce qu'à l'époque, on ne guérit toujours pas d'ailleurs la polio, le vaccin n'existait pas avant-guerre. Alors il était très embêté, il était voir les 2 profs de yoga qui étaient à Paris. Avant-guerre, il y avait 2 profs de yoga à Paris, Ferrer et Kernez. J'en rêve, parce que maintenant, vu la concurrence, qui m'ont dit tous les 2, monsieur, vous n'avez qu'un bras, vous ne pouvez pas faire de yoga, parce que malheureusement, à l'époque, le yoga se confondait avec asana, avec posture. Ça n'a pas tellement changé, malheureusement. Et puis mon père a eu la chance, on doit être une famille de chance comme ça, parce que moi j'en ai eu beaucoup dans ma vie, de croiser un Indien à Paris de Pondichéry, qui parlait parfaitement français, qui lui a dit « Écoutez, moi je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas un maître en yoga, mais dans ma famille, on a une tradition d'un yoga allongé, vous qui êtes polio, ça pourrait peut-être vous être utile. » Et il lui a appris 2-3 séances, ils se sont rencontrés 3 fois. Après la guerre est arrivée, cet Indien est reparti en Inde assez rapidement. Et mon père a continué à faire du yoga nidra, il s'en est très très bien sorti parce qu'il est mort assez vieux, en pleine forme. Et après la guerre, dans les 50, les 30 glorieux, je vais dire 50, mais non, j'exagère, ça n'a duré que 30 ans, il s'est retrouvé au chômage. Il n'aimait pas du tout son travail. Et à l'époque, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'indemnité, je veux dire. Et donc, il a commencé à faire du yoga nidra. Et moi, j'étais étudiant, et à l'époque, il y avait une sorte de bourse, j'étais maître d'internat. Et j'étais maître d'internat pendant toutes mes études, ou plus exactement, j'ai fait des très longues études pour rester maître d'internat très très longtemps. D'abord parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été maître. Ensuite, c'est un autre temps, une autre époque, c'était très 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 bien payé à l'époque pour dormir. Je dormais 2 nuits dans un collège technique par semaine. La seule difficulté du travail de maître d'internat, c'était de réveiller des élèves le matin. J'avais 30 gamins adorables au demeurant, mais à réveiller pour envoyer au réfectoire. Et un matin d'hiver, ça avait été particulièrement difficile de les réveiller tous. J'allais au verre d'eau froide, mais bon, ils ne voulaient pas se lever. Et mon père me téléphone et me dit « Écoute, je suis alité et ce soir j'ai un cours de yoga nidra, est-ce que tu peux le faire ?» Je n'avais jamais donné le cours de yoga nidra de ma vie, j'avais même pas 20 ans. Je lui dis « Ils sont combien ?» Il me dit « J'ai une trentaine d'élèves. » Je lui dis « Papa, je vais y aller, mais ce matin j'ai réveillé 30 gamins et là, yoga nidra, ils vont tous dormir. Je vais avoir 30 personnes à réveiller, bon, c'est pas grave, je commence à avoir l'habitude, mais mon père m'a dit au téléphone, je m'en souviens, tu auras à réveiller personne. Alors, je suis allé, c'était un cours à Paris, hein, on est dans les années 70, et donc les gens arrivent du boulot, tout le monde s'endort, moi je fais mon cours, j'étais bien content qu'ils dorment, parce que c'était mon premier cours, j'avais un peu le trac, j'entendais des doux ronronnements, des doux ronflements, et puis à la fin, je dis c'est fini, tout le monde se relève. Enfin, il s'assoit d'abord. Je me dis, attends, il y a un problème là. Ce matin, impossible de les réveiller. Et ce soir, je leur dis juste, c'est fini. Touria ne dort jamais, mais vous avez l'habitude. Hein, quand on met son réveil le matin, je monte mon téléphone, parce que maintenant les réveils, c'est des téléphones. Moi, je ne connais même pas la sonnerie de mon réveil, je l'ai mis ce matin. Et Touria me réveille généralement 5 minutes avant, j'ai le temps d'appuyer sur le bouton, je préfère mettre mon réveil parce que je dors plus tranquillement. Voilà, Touria, c'est l'ange gardien. C'est-à-dire un concept qu'on a un peu perdu en Occident. En Occident,
tout le yoga, tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, qu'on est obligé d'aller chercher en Inde, là j'y retourne à la Toussaint, et on l'avait en Occident, relisez Saint Jean de la Croix, tout le yoga est dans Saint Jean de la Croix, sauf que ça a été perdu comme tradition, ça a été complètement cassé, etc. Donc, par la pratique du yoga nidra, qui au début n'est pas du tout une partie de plaisir. C'est pas de la relaxation, le yoga nidra. Ne croyez surtout pas ça. Ça relaxe, mais c'est pas le but. C'était fait dans l'Himalaya il y a des millénaires par des gens qui n'avaient pas de problème de stress comme nous. Ils avaient d'autres problèmes plus métaphysiques. Donc le but, c'est pas de se relaxer. Si vous voulez vous relaxer, il y a Schul, Jacobson, Vitos, Sapir, il y a des très très bons relaxologues occidentaux. C'est fait pour ça. Il y a la sophrologie de Caicedo. Il y a le yoga nidra de Shivananda, qui est plus une relaxation qu'un yoga nidra, mais qui est très intéressant. Le vrai yoga nidra, ça sert à s'éveiller, d'où le titre. Ou alors, si vous voulez vous relaxer, c'est au sens juridique du terme. Vous savez que relaxer, c'est sortir quelqu'un de prison. C'est vous libérer. Mais là, ça peut fonctionner. Donc, quand vous pratiquez le yoga nidra traditionnel, et là, il y a deux CD, vous pouvez le pratiquer chez vous, au début, vous allez avoir tous les vieux miasmes, toutes les vieilles colères, tous les vieux traumatismes que vous avez avalés au cours de votre vie. Les Indiens disent que même ceux des vies antérieures sont là aussi, mais déjà avec celle-là, vous avez tellement à faire, ne vous préoccupez pas trop de les vies antérieures pour le moment. Donc vous allez avoir mal, parce que souvent les vieilles douleurs rentrées, avant de disparaître, les vieilles tensions, elles se font remarquer une dernière fois. Les gens qui font de l'assise méditative connaissent bien cela. Et puis tout d'un coup, toutes vos fatigues sortent de vous. C'est épuisant, c'est fatigant quand les fatigues sortent de soi, c'est fou, parce que ça vous fatigue. Donc vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans cette séance de yoga nidra alors que vous étiez là pour connaître la béatitude? Et tout d'un coup, caché, mais vraiment entre des douleurs, des épuisements, des agitations du mental, des mal partout à l'arrière du crâne, dans les contacts avec le sol, etc. Un tout petit morceau, au début c'est du contentement. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui fait là ce morceau de contentement alors que tout va mal? C'est que tout d'un coup, vous vous êtes approché par frôlement de Turiya, de votre véritable nature. Alors, quand vous serez, si vous y arrivez, mais nous, on n'est pas des Ramana Maharshi, donc il nous faudra beaucoup de temps, quand vous saurez votre véritable nature, ce sera la béatitude. Mais déjà, de s'en rapprocher, c'est fabuleux. Et ça va apporter deux éléments incroyables. Le premier, je vous en ai déjà parlé, plus peur de la mort. Alors, plus peur de la mort. Attention, hein, on peut avoir peur, et ça c'est très légitime, d'être entubé sur un lit d'hôpital quelques heures avant de mourir. Ça, mais je n'ai pas envie du tout, ou de souffrir parce qu'on va avoir un accident et avant de mourir. Ça, on a le droit de craindre ça. Mais la mort, quand vous avez compris, quand vous avez touché cette sorte de noyau qui est vous-même, je sais que mon corps va mourir. Non seulement il va mourir, mais tous les jours il se décrépite un petit peu. Dès la naissance, on entend moins bien avec l'âge, vous verrez, on voit un petit peu moins bien, etc. Mais c'est pas grave. Je sais que ma personnalité va disparaître, il n'y a pas de souci, etc. Il y a plein de choses qui vont disparaître, mais il y a un truc, voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je vous dirais, j'essaierai de vous dire ça, c'est de l'ordre d'une énergie, c'est de l'ordre de... Et si je deviens ce truc, j'ai plus peur de la mort. Plus avoir peur de la mort, d'abord c'est... voilà, vous soufflez. Parce que la peur de la mort qui n'est jamais donnée comme telle, ça vous fait faire des tas de bêtises dans la vie. Si on regarde le capitalisme, qu'on appelle libéralisme aujourd'hui, parce que c'est plus sympa, amasser, c'est avoir peur de la mort.
Les gens qui amassent, je ne donnerai pas les noms, ils seront les plus riches du cimetière, ce qui fait que ceux d'à côté ne peuvent plus rien avoir. C'est absurde. Nous, on a des processus économiques, des processus sociaux qui sont complètement minés par la peur de la mort. Si tout d'un coup, nos hommes d'État n'avaient plus peur de la mort, ça irait beaucoup mieux. Si nos grands commerciaux n'avaient plus peur de la mort, ils n'avaient plus envie de gagner, de profit, de choses comme ça. Et puis, quand vous n'avez plus peur de la mort, vous n'avez plus peur de la vie. Donc, vous pouvez vivre à 100 à l'heure. Vous tentez tout, vous n'allez pas perdre votre vie pour la gagner, justement, ça va être parfait. Donc ça, c'est la première chose. Ça vous fait un bien fou, vous avez une sorte de discernement par rapport aux choses, vous faites que des choses que vous avez envie de faire. Vous vivez à 100 à l'heure parce que, voilà, il y a autre chose. Et je vais vous en parler pendant les quelques minutes, alors ça c'est aussi fabuleux, mais ça arrive petit à petit, c'est une sorte d'Internet qui aurait été inventé il y a des millénaires, impeccable, pas de spam, pas de mails qui vous disent il faut me donner votre numéro de carte bancaire parce qu'on est en train de changer votre compte, pas de bug, rien. Voilà, quand vous vous mettez dans l'état de Turiya, c'est un état de conscience, vous vous connectez à tous les autres Turiyas. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'intuition. Malheureusement, on se contente d'appeler ça l'intuition, mais c'est absolument pas utilisé en Occident. Mes filles ont fait des études et j'ai jamais vu un mot sur l'intuition. Mon voisin, dont je vous parlais, qui est physicien, me dit, mais Einstein, il a tout trouvé en rêvant. Alors, il avait quand même travaillé, c'est comme Ramana Maharshi, 20 ans, il avait quand même travaillé pendant 20 ans sur la loi de la relativité. Et puis tout d'un coup, un rêve, et clac, le déclenchement. Et je me souviens, là, on va conclure là-dessus, la dernière fois que je suis allé voir mon maître de Yoga Nidra en Inde, j'ai voyagé par Air France, je n'allais jamais en Inde par Air France, j'avais pris un billet, 7 heures de vol, 2 jours avant le départ, Air France, c'est même pas Air France qui me téléphone, c'est moi qui téléphone à Air France, heureusement, on me dit « Ah mais non, votre vol est annulé, vous allez passer par Amsterdam, et là vous avez une compagnie indienne qui va vous prendre ». Et la compagnie indienne, quand je suis arrivé à Amsterdam, elle venait de faire faillite. Donc j'ai dû arriver avec pas remboursé, hein, un vol que j'avais payé pour 7 heures de vol, j'ai fait 48 heures entre, voilà. Et je suis arrivé crevé, alors, je suis arrivé à Delhi, je suis allé voir mon maître qui est beaucoup plus loin, il m'a dit « Oh là là !» Quand il m'a vu, il m'a dit « Vous allez pas bien ?» Alors j'ai dit « Si, ça va, quand je vous vois, ça va. » Il m'a dit « Vous avez quel âge ?» Je dis, je vais avoir 70 ans, je les ai maintenant. Mais... Ah, il m'a dit, c'est énorme. Il m'a dit, mais vous ne devriez pas comme ça venir en Inde, là, à votre âge. Il m'a dit, où est-ce que vous habitez déjà? Vous me l'avez déjà dit, mais je dis, en France, en Bretagne. Ah, il m'a dit, j'ai entendu parler de la Bretagne, il paraît que c'est très beau. Mais restez en Bretagne. J'ai dit, mais moi j'ai envie, j'ai encore plein de choses à apprendre. Là, c'est le premier tome, il va y avoir 2 ou 3 tomes. Il m'a dit, mais non, mais vous restez en Bretagne, puisque c'est si bien la Bretagne, et puis moi, je vous dirai tout. Voilà, il y a quelques années, ce même maître me dit, on était dans le Tamil Nadu avec lui, il parle anglais, heureusement, et il me dit, il y a un cours de Yoga Nidra qui va commencer. J'ai discuté avec les maîtres qui sont là. Normalement, les non-hindous ne sont pas autorisés à venir, mais ils vont faire une exception. Vous pouvez suivre un cours de Yoga Nidra. Bon, mon ego s'est gonflé comme ça, sauf qu'à un moment, je me suis dit, mais c'est en quelle langue? Il m'a dit, c'est en tamil, une langue dravidienne que je ne connais pas. Ah, j'ai dit non, je ne comprends pas le tamil, je ne parle pas, donc je ne vais pas pouvoir faire un Yoga Nidra. Et ce maître a rigolé en disant mais non, votre Chitta ne parle pas tamil, ça c'est sûr, mais votre Turiya parle toutes les langues. Donc il n'y a pas de souci. Allez-y. Voilà, donc Turiya, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est vous. C'est vous, c'est génial, etc. Et c'est pas inaccessible. Voilà, on va l'atteindre tout doucement. Je regarde l'heure parce que voilà, il me reste encore 3 minutes. Et ça fait par frôlements successifs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que petit à petit, vous savez,
on a ça souvent dans l'enfance, c'est des passages, les frôlements. Hein, quand on s'endort, quand on est encore très très jeune, des fois, il y a une sorte de no man's land. On est déjà dans le sommeil et encore dans l'état de veille. Après, quand on devient adulte, je sais pas, on perd un peu cette capacité et on est dans des états très 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 bien. Et donc, le but du Yoga Nidra, c'est tout simple, c'est d'unir les 3 états, de les vivre ensemble. Ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, et moi ça m'arrive depuis des années, par exemple, quand vous rêvez la nuit, vous êtes conscient de vos rêves. Et pour moi, c'est terrible, je ne sais pas pour vous, vous verrez, mais moi, j'ai des rêves d'une banalité, mais j'en suis meurtri des fois. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on se réveille d'un rêve, le rêve vous a réveillé parce qu'il est magnifique, il est monstrueux ou magnifique, il est immense, mais les autres, on dit, mais qu'est-ce que je perds mon temps la nuit à rêver des machins comme ça, où je dois faire des trucs et des machins, ça, voilà. Mais c'est quand même passionnant, voilà. Et, voilà, nous sommes des hydres, et les hydres, on peut les couper en 2, on dit, mais nous, on ne peut pas nous couper en 3. Donc, il faut essayer de retrouver son intégralité. Et donc, mon conseil, tout à l'heure, cette nuit, au moment de l'endormissement, soyez très, 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 très conscients. Vous allez vivre un truc incroyable. Il n'y a pas plus incroyable que ce que vous allez vivre. Si peut-être une chose, c'est la vie. La vie est incroyable, donc ne la gâchez pas. Mille merci.